Hey, hey, hey! Alors déjà, désolé pour le bruit en background, c'est soit les travaux, soit la pluie, soit le vent, soit l'ouragan, soit ma mère. So désolé, on avance. Dernièrement, j'ai regardé une série vraiment pas mal où je me suis dit à chaque scénario, les scénarios sont en fire! Ok, je te raconte. En fait, c'est l'histoire d'un couple un peu farfelu, ainsi que d'un ami, mais lui fait plus partie du décor qu'autre chose. Ils font en sorte de créer un empire valant plusieurs dizaines de milliards de dollars en moins de 10 ans via une entreprise de coworking, et qu'importe si le business model est un peu foireux depuis le début. Qu'importe, c'est pas leur problème, parce qu'il y a une solution à ça. Il suffit de bluffer jusqu'au sommet. Bah oui. Fallait y penser. Pendant cette montée, le couple fondateur profite pour faire au passage dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Parce que sinon c'est pas drôle. Ils inventent une école primaire pour que les enfants deviennent des entrepreneurs dès l'âge de 3 ans. Et à 3 ans. Se positionne comme une entreprise tech juste pour le clout. Le gars a pour ambition d'être président du monde et le premier trillionnaire. Le couple réinvente la définition des mots profit et revenu à leur guise pour faire style que leur société n'est pas déficitaire. Ils licencient des employés car ils dégageraient une mauvaise énergie. Ils réussissent à appâter leurs employés avec un culte... Oh, pardon. Ma langue a fourché. Chose qui va souvent arriver dans cette vidéo, ma balle. Du coup, je reprends. Ils réussissent à appâter leurs employés avec une culture d'entreprise alléchante et très millionnaire, ainsi que des stock options qui ne valent rien, même pas un copec. Car à la fin, la société a fait faillite. Mais bon, heureusement c'est qu'une série, qu'une fiction, tout droit sortie de l'imagination débordante des scénaristes. Well, j'ai menti. Toute la série est inspirée de faits réels. Toutes les dingueries et bien plus se sont vraiment passés. La série We Crashed, avec Anna Thaoué, Jared Leto et America Ferrera, dispo sur Apple TV, relate l'histoire vraie de la montée et la chute catastrophique de WeWork. Une chute vraiment divertissante. Alors là, t'as pas idée. Alors today, laisse-moi te raconter la folle histoire de WeWork. Une histoire de coworking, licorne et culte. C'est-à-dire un mensonge à 47 milliards de dollars. J'ai pas compris, t'as dit quoi? 47 milliards de dollars. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! L'histoire de WeWork commence par ses deux fondateurs appelés Adam Neumann et Miguel McKelvey. Miguel, né en 1974, est un architecte âgé entre 48 et 49 ans et a grandi dans un collectif de plusieurs mères célibataires élevant leurs enfants ensemble dans l'Oregon. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur lui. Et franchement, t'as pas besoin de savoir plus. Vu qu'au fil de l'histoire, sa présence dans l'entreprise s'étiolera au profit d'Adam et de ce couple formé avec Rebecca Neumann. Car entre les deux fondateurs, Adam est celui qui a du charisme, du bagou, l'audace et la folie des grandeurs. Ou la folie tout court à mon humble avis. C'est clairement lui le plus divertissant. Adam ou Adam, né le 25 avril 1979 en Israël, est actuellement âgé de 44 ans. Pendant son enfance en Israël, il vécut dans un kibbutz, une sorte de ferme collective aux principes socialistes. Début 2000, à peine âgé de la vingtaine, et après avoir servi dans l'armée israélienne, il débarque à New York. Sa sœur Adi, mannequin et ancienne Miss Ado Israël, l'héberge quelques temps, histoire d'aider son grand frère. Dans la Big Apple, il étudie les affaires dans une université publique. Avec les 100 000 $ que sa grand-mère lui a légués, il ne tarda pas à lancer ses premiers business, qui furent des flops monumentaux. Logique au vu de la gueule des business. Le premier fut Crawlers, des habits de bébé avec des genoux rembourrés. Le slogan, ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils n'ont pas mal. Ok. Et le second, c'est des chaussures pas belles avec des talons rétractables pas beaux. Néanmoins, pour lui, il n'est pas question d'abandonner. Il veut vivre l'American Dream. Un point, c'est tout. Durant cette période, il fait la rencontre de sa future femme, Rebecca, qui jouera un rôle majeur dans la chute de WeWork. Car, spoiler alert, elle est tout aussi folle que son mari. Oh!
Qui l'eût cru? Rebecca Newman n'est Paltrow, née le 26 février 1978 à New York. Le nom Paltrow te dit peut-être quelque chose, vu que c'est la cousine de l'actrice Gwyneth Paltrow. Elle adorait le rappeler à tout le monde, donc je lui dois de le préciser. Rebecca fut actrice et productrice, puis professeure de yoga. Elle rencontra Adam à une soirée et depuis, ils ne sont jamais lâchés. En 2008, les deux se marièrent et depuis, ils ont eu 6 enfants. Nous sommes en 2008. Adam possède un minuscule bureau à Brooklyn et dans celui-ci, il y fera la rencontre de son futur partenaire en affaires, Miguel McKelvey. Ils se lient d'amitié autour du fait que tous les deux ont grandi dans une communauté collective. Non mais là c'est pas des travaux là. C'est un obus. Again, désolé pour le bruit. Mais moi ça me déconcentre. Bref. Voyant l'immeuble dans lequel ils travaillaient constamment vide, une idée alors leur vint, inspirée de leur expérience en communauté. Pour les deux compères, le travail en communauté manque dans la société d'aujourd'hui. Ainsi, via une présentation préparée en une nuit uniquement par Miguel, Adam réussit à convaincre le propriétaire de l'immeuble de leur louer un étage afin de le diviser, le meubler, l'équiper et le sous-louer à des freelanceurs, start-up ou autres travailleurs. Green Desk est né. C'est un espace de coworking avec l'accent porté sur l'écologie, meubles recyclés et énergie propre. Ils remarquèrent qu'ils avaient réussi à tirer un profit malgré qu'ils étaient que les intermédiaires. Green Desk fut le premier succès du duo et servira de brouillon à WeWork, lancé 2 ans plus tard. Ils remarquèrent autre chose également. L'immeuble dans lequel Green Desk a pris vie n'est pas le seul à avoir des espaces vides. Loin de là. Beaucoup de propriétaires souffrent du manque de locataires pour leurs étages ou bureaux. Et les prix à cette époque étaient au plus bas. Loin d'aujourd'hui. De plus, c'est la mode des freelances et startups, ces derniers qui pullulent dans les Starbucks. Quoi de mieux que leur proposer des locaux à la Google sans que ça leur coûte un bras ou un rein? Et en plus de ça, avec du café gratos. Quelle grâce! Que demande le peuple? Bref, en faisant ce constat, ils se sont dit money, money, money. Ce fut le moment opportun pour lancer WeWork. C'est pourquoi ils décidèrent de vendre Green Desk au propriétaire de l'immeuble pour un montant de 3 millions de dollars, afin de lancer en 2010 WeWork au sein d'un immeuble à Soho à New York. Le fonctionnement de WeWork, c'est Green Desk. Mais leur but avec leur société, c'est de réinventer le coworking à travers la déco, le design, le réaménagement, l'ambiance, les couleurs, les équipements et les commodités. Commodités comprenant de la bière et du café gratuit, la bouffe gratuite, des cours de sport gratuits, des PS5, billard et tout autre jeu gratuit et en illimité. Ils veulent changer la façon dont les gens travaillaient, basée sur la communauté et ainsi changer le monde, I guess. Selon Adam, c'est un kibbutz capitaliste. D'un côté, tout le monde partage ses connaissances et de l'autre, si tu travailles plus, eh bien tu es récompensé par le mérite. À skip. Ce lieu de travail collectif que propose WeWork ressemble à aucun autre. Certes, ils n'ont rien inventé, le coworking existe depuis les années 60. Cependant, ce qui différencie WeWork des autres, c'est le lifestyle vendu avec les lieux. Fini les bureaux froids, pas cool, pas milléniaux. Fini les clôtures et les cafétérias payantes. Fini les engagements. Car n'importe qui pouvait se payer un petit espace dans un WeWork, le temps d'une journée ou un mois et pouvait se barrer. Le tout pour une somme allant de 45 € la journée ou 450 à 890 € par mois et par poste. Leur slogan, Do what you love. Les propriétaires sont contents, WeWork est content, les clients sont contents, tout le monde il est content. En 2012, Adam, et grâce à son pouvoir de mensonge, grâce à son pouvoir de persuasion, j'ai mal lu, convainc un premier investisseur de parier sur eux, alors qu'ils n'ont qu'une seule localisation. Son principal argument, WeWork serait le premier social network physique au monde. Je sais pas ce que ça veut dire, ne me demande pas ce que ça veut dire. Et il ne faut surtout pas rater l'occasion de parier sur le prochain hit startupien de la décennie. Que dis-je, du siècle. WeWork, selon Adam, serait le prochain Amazon, Apple, Facebook ou tout autre mastodonte de la tech. Parce que oui, j'avais oublié de préciser un petit détail. WeWork ce n'est pas, alors là, pas du tout une entreprise immobilière ou un intermédiaire dans le secteur immobilier. Nah, t'as tout faux. Vu qu'ils utilisent la technologie pour réaménager leur bureau, alors c'est une entreprise tech. Selon Adam again. Toujours selon lui. Pas selon la réalité des choses. Parce que la réalité en vrai de vrai c'est quoi? Hein? Secret time!
c'est qu'un détail. C'est loin Adam. Toujours. Et surtout, dans un monde où la technologie féconde une élite d'entreprises où leur valuation explose les records et façonne le monde d'aujourd'hui, tout le monde veut faire partie de cette élite. Même une entreprise spécialisée dans l'immobilier. Une entreprise qui n'a rien à voir avec la tech, hein, on se vient d'accord. Mais son fondateur va tout de même se marketer en tant que tel parce que de nos jours, ceci est le meilleur moyen ou le moyen le plus rapide pour être milliardaire. Non, pardon. Trillionnaire. Pas trop à lire en ce moment, c'est dur. L'investisseur, séduit par l'idée et surtout par le charisme d'Adam, décide d'injecter alors 15 millions de pépettes dans la firme. Ce qui fait que dès 2012, l'entreprise valait déjà 97 millions de dollars. D'autres investisseurs ne tarderont pas à s'arracher la nouvelle coqueluche de New York et à vouloir également leur part du gâteau. 2013, WeWork et surtout Adam arrivent à séduire les plus grandes banques comme Benchmark, JP Morgan, Goldman Sachs et les familles les plus fortunées de New York, possédant la plupart des biens immobiliers new-yorkais. Eux tous à la conquête de la prochaine licorne, start-up valorisée à 1 milliard de dollars, non cotée en bourse. De ce fait, après seulement 3 ans d'existence, WeWork est déjà valorisé à plus d'1,6 milliard de dollars. Et Adam ne tardera pas à craquer son slibard. Vraiment, il le réduira en miettes. Pour une entreprise, et tout particulièrement une entreprise tech, c'est complètement normal de devoir lever des fonds sans avoir généré aucun revenu. Sauf que dans le cas de WeWork, ce n'est pas une entreprise tech. Donc, à un moment donné, il y aura un problème. Sauf que ça, c'est le dernier des soucis d'Adam, hein. Lui, il est dans l'optique d'encaisser le plus de chèques possible. Chez WeWork, on mise sur l'expansion et l'acquisition des clients à tout prix, négociant des contrats avec des propriétaires sur plusieurs années, alors que leurs offres sont mensuelles et sans engagement. Par conséquent, ils engagent à foison des jeunes tout juste sortis d'université en quête de sens, capables d'accepter des salaires beaucoup moins rémunérés que la moyenne, mais accompagnés de stock options. Vu que c'était les débuts, WeWork insistait sur le fait que les stock options allaient rendre riche n'importe quel individu qui en avait quand l'entreprise entrera en bourse ou bien quand elle sera rachetée plus tard. Sur le papier, la plupart étaient millionnaires. Du coup, le salaire ce n'était rien comparé à la promesse d'une richesse vraiment bien soignée. Et puis, travailler chez WeWork, c'est faire partie d'une communauté, d'une culture, de la culture du oui. Ouais, c'est vraiment ça s'appelait la culture du oui. Avec comme chef Adam qui agit parfois plus comme un gourou ou guide spirituel que comme un chef d'entreprise. Ça tombe bien pour ces jeunes en quête de sens. Adam est là pour les aider à répondre à l'appel de leur but. Vraiment. Adam, c'est quelqu'un. Il faut adhérer à une certaine mentalité pour pouvoir travailler là-bas. La mentalité work hard, play hard est de mise. Il y avait cette douce ambiance de frat boy qui planait dans les airs dans le quartier général de WeWork. Pour booster le moral des équipes, le lundi c'est Thank God It's Monday. Le principe, faire la fête le lundi au bureau. That's it. Parfait pour une génération qui ne conçoit plus la vie de bureau comme avant et qui veut fusionner lifestyle et boulot, qui peut bosser à toute heure, ne fait pas de différence entre les amis et les collègues et vit en même temps qu'elle travaille. I'm sorry, what? Je ne sais pas de quelle génération l'article parle, mais personnellement, ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi aucun jour. Aucun jour. De surcroît, il crée le WeWork Summer Camp, c'est 72 heures de pure débauche. Le chien, il va me... J'ai pas envie de me retrouver sur BFM, genre... Tu plais avec un chien, je peux faire une vidéo. Non, ça vaut pas le coup. À mi-chemin, entre un festival, des TED Talks et des activités. Des artistes comme Florence and the Machine, The Chainsmokers et The Weeknd y performaient back in the day. Et son ami Ashton Kutcher y faisait des présentations. Ah bah, il est sympatoche toi Adam là quand même, non? Retiens bien le Summer Camp. 2014, l'entreprise possède une valuation de 5 milliards de dollars. Les investisseurs s'accumulent au pied de WeWork et sur le point de devenir le plus grand locataire de New York. À cette période, si tu avais une startup et tu voulais qu'elle réussisse, il fallait absolument travailler dans un WeWork. Limite si WeWork avait en tête de devenir l'équivalent de la Silicon Valley, mais à New York. À ce stade, ils ont déjà leur putain de licorne. Mais apparemment, la société ne veut pas être une licorne parmi tant d'autres là. Pas génial, mais elle veut être la plus belle d'entre elles. Ils veulent être une super licorne ou superbe licorne. Non, c'est vraiment super licorne.
Ok. Dit Ectocorn, une start-up valorisée à plus de 100 milliards de dollars. Je savais pas que ce mot existait. On en apprend tous les jours. 2016, ayant un peu moins de liquidité que d'habitude, Adam est forcé de virer 7% de son effectif. Mais afin de garder le moral de ses troupes, le jour même, il offre des shooters et de la tequila à tout le monde, même les gens virés. Et sort de son chapelas Run DMC. Enfin, que le DMC, parce que Run, je sais pas. Je crois qu'il renaît ce jour-là. Who knows? C'est nul! Read the room, madame. Read the fucking room. Un autre bruit. Allez, un autre bouquin, let's go. C'est quoi? Toi aussi. Un gros camtar. Non, même pas un camtar, juste un gars. Et de la terre. Voulant accélérer encore plus la croissance de WeWork, parce que c'est pas normal qu'il y ait moins de liquidité là. Adam cherche encore plus d'investisseurs qui, au passage, lui donnent quelques pépettes faisant en sorte que WeWork vaut 16,9 milliards de dollars. Et c'est pas fini, genre c'est loin d'être fini, là c'est que le début. Mais c'est pas assez. Nah, pas assez pour Adam. Je peux goûter si la fraise. Moi je suis un peu gourmand. Hein. Adam va tout faire pour convaincre le patron de SoftBank d'investir dans son chouchou. Masayoshi Son, aka Masa-son, c'est le deuxième homme le plus riche du Japon. Ce milliardaire est un faiseur de licorne, que dis-je, d'ectocorn. Il a notamment parié sur Alibaba, le premier, transformant ses 20 millions tout timides là en 60 milliards bien costaud et investit constamment dans les entreprises tech. Au départ, le businessman s'en contrecarré d'Adam et son entreprise. Genre, il le regardait en mode « mais il veut quoi lui ?» Pour lui, le business model était trop facilement reproduisible et l'entreprise surévaluée. J'aurais pas dit mieux. Alors, pourquoi je te parle de lui? Parce qu'au bout d'un moment, il s'est tout de même fait enculer. Mais d'une manière sale. Le boulot fut sale. En 2017, Masayoshi Son accepte de parler avec Adam au travers d'une visite des locaux du quartier général de WeWork en 12 minutes chrono en main. Adam, qui a l'habitude que les investisseurs viennent, fait en sorte d'activer l'espace. C'est-à-dire mettre en scène le QG du WeWork. Les gens devaient montrer absolument qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils collaboraient et qu'ils étaient heureux avec en fond sonore le son de B.I.G. Juicy. Laissez le son du GOAT tranquille. Oh my god, the fuck. Un show pour les caméras. Que dis-je, pour les satellites à ce stade. Après la visite, l'homme d'affaires nippon propose à Adam de l'accompagner à son prochain rendez-vous. Dans la voiture, Monsieur Son pose la question suivante à Adam. Dans un combat, qui gagne entre l'intelligent et le fou? Adam répond le fou, puis Son lui dit t'as raison, mais tu n'es pas assez fou. C'est un 4,4 milliards de dollars pour être encore plus fou que tu ne l'es déjà. Afin de faire en sorte que WeWork devienne international. Et sache qu'il a donné ces milliards sans avoir vu un seul chiffre, ni PowerPoint. Masayoshi, si tu voulais brûler quelques milliards, fallait venir nous voir. Non? C'est quoi ça? Mais bon, à ce moment-là, il ne savait pas, même s'il aurait pu poser plus de questions, ou au moins poser des questions plus pertinentes. Regarde un PowerPoint. Même un seul aurait suffi. Grâce à ce geste, en 2017, l'entreprise est évaluée à 20 milliards de dollars. SoftBank crée son fonds d'investissement appelé Vision Fund. C'est 100 milliards de dollars consacrés aux entreprises spécialisées dans la technologie, dont la moitié des fonds provient de la monarchie saoudienne. Un des plus gros fonds de l'histoire de l'investissement. C'est une dinguerie. Maintenant, pourquoi WeWork fait partie du catalogue de ce fonds? It doesn't make any sense. En tout cas, ce n'est pas Adam qui va s'en plaindre, puisqu'au fil des années, ce fonds va investir près de 10 milliards de dollars dans la société. 2018, Adam vit sa meilleure vie. Tout le monde doit partager un bureau, à part devine qui? Le petit au sommet, Adam, même si littéralement il fait 2 mètres. Le gars parle collectif H32, mais adore être le centre de l'attention. Il traîne avec des stars et des hommes politiques et se voit président du monde. Et n'hésite pas à le dire tout haut tout fort. Là, les gens auraient dû voir que, bon, bizarre. Selon beaucoup, il dégagerait une aura messianique, comme la plupart des gourous de secte. Pourquoi il disait ça? Parce que, pour ses beaux yeux, ses employés ont changé la signification du mot latte et cappuccino,
car Adam se trompait et que personne ne voulait le contredire. Un des exemples. Ça lui arrivait de sortir des phrases comme « Je peux tous vous virer et faire ce taf par moi-même » ou alors, je cite, « Tous les 15 jours, il faisait imprimer un tableau avec tous les salaires et surligner plein de choses en disant qu'il allait réduire les coûts », se souvient un ancien responsable. Il passait dans chaque service en regardant tout le monde et en disant « Pourquoi on a autant de gens ici? Avec 2 personnes, ça suffirait. » Ouais, il a cette voix dans ma tête. Les employés étaient interchangeables. Quelle communauté, dis donc, ça donne envie. Cependant, malgré tout, les gens restaient. Parce qu'il y avait la perspective d'une entrée en bourse et donc d'avoir des gros sous via leurs stock options. Du coup, soit les employés étaient aveuglés par le culte, non, pas le culte, la culture WeWork, soit par la perspective d'une IPO ou d'une entrée en bourse. Enfin, il prend tout de même le temps d'acheter un beau petit jet d'une valeur de 65 millions de dollars. Soyons logiques de petites minutes, hein. Il coupe les coûts parce qu'un jet ça coûte cher les gars. Logique. Avec en plus une collection de 6 maisons acquises pour un montant total de 90 millions, selon le Wall Street Journal. De surcroît, sa femme prend de plus en plus de place dans l'entreprise, laissant Miguel de côté. Certes, elle a toujours été là d'une certaine manière, mais ce n'était pas officiel. Et surtout, elle ne faisait pas partie de la liste des cofondateurs. Et du coup, au fil des années, ça a changé, elle est devenue l'une des cofondatrices de WeWork. Or que c'est littéralement pas le cas. Mais ce n'est pas grave. Hein, comme j'ai dit, c'est qu'un détail, la réalité c'est quoi? Elle se permet de virer les gens car ils dégageraient une mauvaise énergie. Désolée, j'ai pas la définition de mauvaise énergie. D'autre part, vu que Rebecca avait rien à faire, elle crée WeGrow au sein du siège de WeWork. WeGrow ou WeGrow, je sens que je vais avoir la flemme donc je vais dire WeGrow. C'est une école primaire qui coûte jusqu'à 42 000 $ par an et par enfant. Je crois le premier prix c'est à partir de 10 000 ou 11 000 $. Je sais plus, je vais retrouver les prix. Mais ouais, ça va, c'est donné. Cette école a pour but d'éduquer les enfants, réinventer l'éducation et prendre les gens pour des cons. Elle veut faire sortir les super pouvoirs des enfants. I mean, what now? Et cerise sur le gâteau, c'est une école spéciale pour les enfants entrepreneurs. Mais what the hell? Je cite, « Je ne vois aucune raison à ce que les élèves d'école primaire ne puissent monter leurs propres affaires », déclare Rebecca à Bloomberg. Mais madame, t'en vois aucune? T'es sûre? Tout était régi par elle-même et parce qu'elle jugeait être bon pour ses enfants à elle. Résume une source proche de l'école. Est-ce que c'est surprenant? Eh ben oui, parce que cette mascarade a duré 1 an tout de même. Wow. WeWork lance d'autres business dont WeLive. C'est en gros, tu vis en dortoir, tu vis en communauté, pas besoin d'acheter de meubles, tu as une chambre, puis le reste est partagé comme un grand dortoir. Là aussi, targeté pour les jeunes sans responsabilité. Il y a eu 2 localisations avant que ça floppe. Cependant, même avec ça, la société arrive à avoir une valorisation de 45 milliards. Donc à ce moment-là, les gens commencent à se poser des questions parce que... Ça fait beaucoup là, non? Pour se défendre, Newman euphémise alors, notre valorisation aujourd'hui est davantage basée sur notre énergie et notre spiritualité que sur un multiple de notre revenu. Mais gars, quel revenu? Man, what the fuck is you talking about? was that? Parce que pendant tout ce temps, je fais que de blablater, je parle de valorisation. Ok? C'est bien? Mais je n'ai jamais parlé de revenus parce que eux non plus n'ont jamais mentionné un quelconque revenu. Comme j'ai dit précédemment, au départ, ça peut être normal de ne pas avoir de revenus. Mais on sait que l'argent rentre, so what's going on? Certains bruits de couloir disent que WeWork fonce droit dans le mur et perd trop d'argent. Mais Adam, il est malin. Enfin si, en vrai, je vais pas faire genre. Il sait que tant que c'est une entreprise privée, il n'est pas obligé de divulguer ses revenus. Et s'en bat les steaks de la vie de la populace. Et puis Masayoshi est sur le point de lui redonner quelques milliards en plus. Cette fois-ci, on parle de plus de 16 milliards de dollars. Lui aussi, il veut pas doser. Donc Adam est confiant. Un peu trop. Avant de pouvoir signer le chèque, Monsieur Son a besoin de l'avis de ses conseillers et de l'approbation de la monarchie saoudienne. Alors, il arrange un rendez-vous entre Adam et un des représentants afin qu'il puisse être rassuré. Adam n'a pas été très rassurant. En arrivant très en retard au rendez-vous, ça n'a pas plu au représentant. Il prévient Masayoshi et ses conseillers, maintenant pas question d'investir plus dans cette société. Masayoshi arrive tout de même à sortir 2 milliards de sa poche pour WeWork, faisant passer la valorisation de l'entreprise de 45 milliards à 47 milliards en 2019, dépassant Airbnb et SpaceX à l'époque. Au passage,
passage, WeWork devient The We Company. Néanmoins, pour Adam, bizarrement, ce n'est pas assez. Il a besoin de plus. Ça fait beaucoup là, non? Et les gens ne comprennent pas pourquoi what's going on, bordel de là. Mais pour Adam, ce n'est pas suspect. Il a besoin de sous pour croître. Donc Adam part again chercher de l'argent, mais cette fois-ci à la Silicon Valley. Mais là-bas, eux tous lui disent non. Pourquoi faire? Surtout pourquoi pas entrer en bourse? Et pourquoi tu ne demandes pas à tes investisseurs? Un peu bizarre. Un peu bizarre toi, juste un peu. Finalement au pied du mur, il est contraint de faire entrer en bourse son entreprise parce que tous ses investisseurs et ses employés attendent leurs millions et leurs milliards promis. Avec en 2019, plus de 500 localisations dans 29 pays implantés dans 75 villes, comptant plus de 12 000 employés, attirant plus de 500 000 clients, étant le plus grand locataire de New York et le deuxième plus grand de Londres, ayant en plus une valorisation tarée, l'entrée en bourse devrait bien se passer logiquement. Cependant, au final, cette décision poussera le monde entier à voir Adam Neumann tel qu'il est. C'est-à-dire une big ass fraude. Hey, boy, ain't no fucking way, boy. Boy, ain't no 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 fucking way, boy. Apparemment, la mentalité fake it until you make it était aussi de rigueur à WeWork. Mais chez eux, c'est un tout autre level. T'as pas idée. Afin d'entrer en bourse ou faire une IPO, il y a quelques étapes à respecter. L'une d'entre elles est de rédiger un S1 form, un dossier préalable afin de présenter de fond en comble l'entreprise. Un document financier très cadré et sérieux où seule la vérité des chiffres transparaît. Le document fait mal à la tête pour les non-initiés, mais c'est normal, c'est le but. Ce n'est pas un PowerPoint, pas besoin d'images, pas besoin d'illustration ou de slogans inutiles. Mais Adam s'est dit moi, faire un document pompeux? Mais t'es malade! T'es malade! Il décide alors de rédiger avec l'aide de sa femme, car elle a travaillé 2 semaines à Wall Street, à Skip. 2 semaines ou 2 heures, who knows? Et ils décident ensemble de faire un doc ludique et bête à la place. Le doc commence par « Ceci est dédié au pouvoir du nous. Plus grand que chacun d'entre nous, mais à l'intérieur de chacun d'entre nous. » Il rajoute « Nous sommes une entreprise communautaire qui s'engage à avoir un impact mondial maximal. Notre mission est d'élever la conscience du monde. » À Skip. Le WeWork insiste sur le fait qu'ils vendent un espace en tant que service. Le couple a aussi décidé de mettre voilà les photos et les illustrations inutiles et de redéfinir les termes profit et perte ou bien carrément inventer des termes afin de maquiller quelques chiffres par-ci par-là. Enfin, pas grand-chose au final pour un document financier. Rien de fifou. Le document était tellement ridicule qu'il leur a coûté des milliards. Suite à ce fameux document, la valorisation de WeWork est passée de 47 milliards, soit le double du PIB de l'Islande et plus que la valeur marchande de Ford, à 10 milliards, soit un drop de près de 80%. Ça pique un peu là. À travers tout ce bullshit, les financiers ont tout de même pu découvrir des vertes et des pas mûres. Je vais te citer quelques trouvailles bien surprenantes. 1. La boîte a réussi à générer 1,8 milliard de dollars en chiffre d'affaires en 2018, ce qui est énorme et plutôt cool pour eux, Surtech, mais a perdu 1,9 milliard de dollars cette même année. Je suis pas une tête en calcul, mais je crois qu'il y a un problème. 2. WeWork ayant changé de nom pour The We Company, Adam a dû enregistrer le nom We Company. Cependant, il l'a fait à son nom et a fait payer à WeWork 5,9 millions de dollars pour l'utilisation. Adam, t'es pas un peu gourmand toi? Juste un peu? Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Face à ce tollé, il rendra l'argent plus tard. Je tiens quand même à le préciser. 3. À un moment donné, il a pris dans le plus grand des calmes 700 millions de dollars de la compagnie comme ça. Comme ça. Claudel nous dit ici bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Où est passé l'argent des gens? Du jamais vu pour une start-up en pleine croissance. Limite comme s'il savait quelque chose qu'on ne savait pas. 4. WeWork a investi dans une start-up de piscine à vagues, thérapeutique et dans un fabricant de lait au curcuma pour mettre dans son café, alors qu'il ne gagnait rien. C'est une question de priorité les gars. 5. WeWork n'était parfois pas le propriétaire du peu d'immeubles qu'ils avaient. Adam l'était. Et il faisait payer WeWork pour l'utilisation. Again. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? 6. La rentabilité n'était pas prévue avant l'horizon 2026 et qu'environ 20 milliards de dollars d'investissement étaient encore nécessaires. Il cherchait toujours et encore des investissements car l'entreprise perdait trop d'argent. Bien que l'expansion en temps général a un coût, le problème de WeWork c'était la stratégie derrière l'expansion folle. En gros, leur stratégie, c'était du gros caca. Je peux pas mieux résumer la chose. Au profit de leur croissance, ils offraient des mois de loyer gratuits aux nouveaux arrivants, perdant par conséquent environ 5 000 $ par tête. D'autre part, ils signaient avec des propriétaires des baux sur plusieurs années, de plus en plus longs, sans garantie de trouver des clients et sans garantie contre les impayés pour les propriétaires. Encore aujourd'hui, WeWork paye les frais de cette expansion à tout prix. Il leurrait les investisseurs en leur faisant miroiter des gains via leur business model foireux, alors que lui-même s'enrichissait grâce aux investissements, à la manière presque d'un système pyramidal. Mais légalement, I cannot say shit, but you know. Son premier concurrent, Regus, était évalué à 3,7 milliards de dollars en 2019 et propriétaire de la plupart de ses immeubles, faisait de meilleurs chiffres et surtout était rentable. Ce qui a fait toute la différence entre Regus et WeWork, c'est qu'Adam s'est positionné en tant qu'entreprise tech à partir d'une bonne idée. On va pas se mentir. Avant lui, personne ne l'avait fait de cette manière. Et pourtant, il a fait que modifier le lifestyle du monde de la tech. Mais il n'y a pas un brevet ou une ligne de code derrière tout ça. N'importe qui peut faire la même chose demain. C'est parce que Massasson avait déjà dit, et pourtant elle a tout de même investi. Bon, après ce carnage, WeWork ne lâche rien, même avec une valeur de 10 milliards. Ils se disent d'entrer en bourse, c'est pour Bibi. Sauf que The Wall Street Journal en décide autrement. En balançant un article bien juteux sur le fondateur de WeWork. On y découvre qu'il adore planer dans son jet. Il fumait tellement que son équipage portait des masques à oxygène. Il ne fait que boire à n'importe quelle heure au bureau et se comporte comme un mégalomane et gourou de... You know. On apprend également via d'autres sources que dans les postes haut placés de la boîte, il y avait que des hommes blancs. Et ça... c'est pas très millennials, les gars. Rebecca dira un jour qu'être une femme, c'est aider les hommes à réaliser leur vocation. Ah, bien essayé, mais toujours pas millennial le discours. À la fin, ils mettront une femme au sein du conseil d'administration, histoire de faire semblant. Bien joué, les gars. Tu te souviens de la douce ambiance de frat boy au sein du quartier général? Eh bien, ce doux parfum a conduit malheureusement à des dérives comme des agressions sexuelles répétées, harcèlement et autres comportements abusifs de gros teubés. Bien joué, les gars. Concernant les WeWork Summer Camp, so cool. Je cite, alcool, c'était l'abondance à tout point de vue, raconte un ancien cadre. Sauf en termes de nourriture, c'était la seule chose qui manquait. Man, arrête. Mais ok. C'est un choix de vie, hein. By the way, c'était un camp obligatoire et pour être sûr que les gens étaient bien présents pendant les conférences de 8 heures et les beuveries de 10, ils ont eu la bonne idée de tracer les employés via des bracelets avec GPS. J'ai les gars. Comme ça. Adam fuyait ses responsabilités de dirigeant en prenant un mois de vacances par exemple, laissant ses employés dans le noir, pourtant il ne pouvait rien faire sans son aval, du coup il fallait faire des guet-apens pour pouvoir lui parler. Un président du monde comme ça ou rien? En gros, l'article le fait passer pour un fou, surtout que l'article est accompagné de clichés d'Adam se trimballant dans les rues de New York, pieds nus. Tel un fou. Parce que oui, faut être fou pour se trimballer pieds nus dans les rues de n'importe quelle ville. Par conséquent, en plus de repousser l'entrée en bourse de WeWork, les plus gros investisseurs refusent d'investir plus et décident de virer en tant que CEO Adam et accessoirement sa femme. Parce que ça suffit comme ça les conneries. Allez, non! Il votera contre lui-même pour son éviction de son poste. Pourtant, 2 jours avant, il clamait devant tous ses employés qu'il ne quittera jamais son poste. Mais gars, never say never, never, never. Just saying. Pour les salariés qui restent, les stock options sont inutiles. Mais ne t'inquiète pas pour Adam. Lui, il est jeté avec un parachute en diamant d'une valeur d'1,7 milliard de dollars. Combien? Tout ça pour qu'il renonce à ses parts et droits dans la société. Et dans le lot, il y a son tarif de 185 millions en tant que consultant pour WeWork. Dans cette histoire, la seule personne qui s'est fait des pépettes, c'est Adam. La préparation de l'IPO, les milliards perdus, l'IPO feinté, l'article du Wall Street Journal et l'éviction de Newman, tout ça s'est passé en un mois. Entre août et septembre 2019. L'utopie WeWork s'est transformée en cauchemar et c'est que le début.
Après avoir viré le grand méchant loup, WeWork, c'est comment maintenant? En 2 mots, terrible. Déjà, WeWork enchaîne les CEO à la recherche du sauveur. Ils réduisent les coûts comme ils peuvent en supprimant l'alcool gratuit à gogo. Eh ben, il est pas trop tôt. Et autres dingueries de ce genre. Ils décident de se séparer de plus de 20% de l'effectif de l'entreprise. Puis, la chose fait son apparition histoire de bien les achever alors qu'ils étaient déjà à terre depuis un bon moment. Miguel, l'autre fondateur de WeWork, oui, on l'a tous oublié, ah non, quitte le navire en juillet 2020. Selon son LinkedIn, il a cofondé The Proto Collective, une marque de chaussures, rejoint le fonds d'investissement No Anglings en tant que conseiller, puis a cofondé Naya, un centre social et communautaire pour les personnes de plus de 55 ans, engageant par la même occasion pas mal d'ex-employés de WeWork, et est le nouveau propriétaire d'une marque de vêtements appelée American Giant. Concernant l'aventure WeWork, il précise qu'à la fin, c'était dur et que par moments, il se demandait quel était son rôle et qu'est-ce qu'il pouvait faire. On se le demande aussi, Miguel. On se le demande aussi. D'autre part, après avoir vu quelques épisodes du show inspirés par l'entreprise, il dira « Le fait qu'ils aient fait une série sur nous, quelle que soit la façon dont on l'envisage, signifie que nous avons fait quelque chose de significatif. » Ok. En 2019, il avait une fortune estimée à 2,9 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle tournerait entre 900 et 500 millions. En 2021, la société WeWork entre enfin en bourse avec une valuation de 9 milliards de dollars. Même si les pertes de l'entreprise sont de plus en plus réduites et que l'entreprise génère des revenus chiffrés à plusieurs milliards, sa dette totale est trop conséquente. On parle de 17 milliards de dettes. This is really crazy. Crazy. 17 milliards de dettes. Et elle est évaluée à 9 milliards. Là aussi, je suis pas une tête, mais il y a un problème, non? C'est pour cette raison que l'entreprise n'a jamais été rentable encore aujourd'hui. La fermeture de plusieurs espaces et le télétravail n'a pas aidé non plus. Alors que j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, l'entreprise valait encore 130 millions de dollars. C'est beaucoup, hein? Mais on est loin, très loin des 47 milliards. Plus le temps avance, plus l'entreprise perd de sa valeur. C'est vraiment impressionnant. Et alors où je filme cette vidéo, l'entreprise a fait faillite. Genre, elle a déposé le bilan. C'est fini. Wow, man. Damn. Pourtant, j'ai pas pris beaucoup de temps pour l'écrire et la filmer. Genre, ça m'a pris 1 semaine. Mais en 1 semaine, ils ont eu le temps de déposer le bilan. Ah, c'est triste. Après cette histoire, Masason a pris un gros coup dans sa réputation de visionnaire, mais il reste milliardaire, donc bon, ça va pour lui. Et qui est-ce que j'ai oublié déjà? Qui est-ce que j'ai oublié déjà? Ah oui! Le fou et la folle, a.k.a. Adam et Rebecca Newman. Alors par où commencer? Ils retournèrent en Israël quelque temps histoire de se faire oublier, puis reviennent aux US histoire de foutre la merde again. Rebecca rouvre une école appelée Soulful, vu qu'elle a racheté le concept de Regrow. Tu te doutes bien que c'est exactement la même chose. Bon, en vrai, on n'en sait pas plus de cette école et aujourd'hui, elle a l'air d'être en inactivité. Quant à Adam, en 2022, il va surprendre le peuple et changer totalement de domaine. Il lance Flow, une entreprise spécialisée dans l'immobilier. Lancement prévu pour 2023. Bah oui, WeWork c'était une entreprise tech. Ça n'a rien à voir avec Flow, attends. Là, il touche à l'immobilier. C'est complètement différent, voyons. Adam a réussi un tour de force en levant plus de 350 millions de capital auprès d'un des plus grands investisseurs du pays, Andreessen Horowitz. Du coup, avant même que Flow ne soit lancé, l'entreprise vaut déjà 1 milliard de dollars. Je n'ai pas plus de précisions à te donner, à part le slogan « Live Life in Flow » et que l'entreprise chercherait à reprendre la vision de Newman pour créer des dortoirs pour adultes et il est probable que l'entreprise se fonde en partie sur le parc de 4000 appartements détenus par l'entrepreneur pour une valeur d'1 milliard de dollars. Adam vaudrait à ce jour 2,2 milliards. What the fuck? Oh, wow! Je ne sais même plus quoi dire à ce level. Moi, j'abandonne.
En gros, Newman, c'est un loup de Wall Street, partie 2, mais dans la légalité cette fois-ci. Parce que oui, tout ce qu'Adam a fait est légal, donc légalement, je ne peux pas dire que c'est une secte, une arnaque ou une fraude, but... No. Et le pire, c'est qu'il sera back dans les bacs, vu que les US adorent les stories de comeback, peu importe l'individu. Du coup, la vraie question, c'est combien de parties il y aura dans ce loup de Wall Street revisité? Juste pour savoir, juste pour qu'on soit prêt. Adam et Rebecca sont parvenus à faire d'une banale agence IMO en un culte d'utopie. Ils ont tout mélangé, ma parole. En fait, ils ont vu Apple, ils se sont dit la secte Apple, j'aime bien. Faisons pire, tiens. Et au lieu d'utiliser un système pyramidal ou tout autre arnaque, il a utilisé la cupidité de quelques riches contre eux en exagérant tout ce qu'il pouvait exagérer afin de lui-même s'enrichir tout en exploitant pas mal de jeunes employés au passage. Quelqu'un dira à propos de Newman, le génie d'Adam Newman est d'avoir su vendre une histoire, une illusion si vous le voulez. Voir ma vidéo intitulée « Les riches sont-ils plus intelligents ?» où je parle du mythe des génies et de ses dérives, et bien là on est profond dans les dérives. Adam est charismatique, il a une grosse personnalité et très convaincant. Pour moi, c'est le mythomane tellement bon qu'il a fini par croire en ses propres mensonges. Car dans une illusion, tout est possible. Pour conclure, it's a lot. A lot. Lâche-toi un commentaire et dis-moi ce que tu penses de toute cette dinguerie parce que it was a fucking lot. Poutou partout, cordialement, Tendo.